la bouche et les dents, c'est l'antichambre des désastres du tabac. Si je vous dis que vos gencives sont brûlées régulièrement, donc l'état de vos gencives, déjà, peut et doit inquiéter. Ensuite, l'état de vos dents. L'assèchement de la cavité buccale lié au tabac provoque un risque de carie plus important, mais les dents, en fait, commencent à être culottées par le tabac. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé bucco-dentaire ce matin avec notre invité, le docteur Alain Hamzalag. Ça va, doc? Bonjour. Chirurgien dentiste, est-ce que vous êtes également endodontiste ou pas? Je fais de l'endodontie, mais pour les cas difficiles, on fait appel à un endodontiste qui est vraiment le grand expert en la matière. Bien, vous avez publié avec votre fils Jérémy, qui est également dentiste, et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie, aux éditions Hugo New Life. Alors j'ai appris un mot en lisant votre livre, la pulpite. Qu'est-ce que c'est que la pulpite? Alors la pulpite, c'est vraiment la douleur extrême, la rage de dents. C'est ce qu'on appelle une rage de dents. C'est une pulpite dans votre langage. Alors, en fait, pour bien comprendre, le nerf de la dent, ce qu'on appelle le nerf de la dent, ce sont des micro-vaisseaux et des micro-nerfs, des micro-filaments nerveux. Ils sont enfermés dans la dent. Et lorsqu'il y a une carie importante, le nerf s'enflamme. Et lorsqu'il s'enflamme, les vaisseaux gonflent et compriment les filets nerveux contre les parois de la dent. Le problème, c'est que à ce stade, la douleur est tellement violente, paroxystique, que si le dentiste n'intervient pas, c'est une douleur qui confine à la folie. Et à ce stade de la carie, seule l'ouverture de la dent, le traitement de la dent, peut amener la sédation des douleurs. Et sans cette intervention, même la morphine n'agit pas. Donc c'est pour ça que la pulpite, donc l'inflammation du nerf de la dent, la rage de dent, est comparable à celle des coliques néphrétiques. Elles sont à peu près à égalité. Au niveau de la douleur. Au niveau de la douleur, et pire encore, comme cette douleur intervient dans la tête, je dirais qu'elle rend fou. Ouais. Vraiment. Il y a ce qu'on appelle la pulpe dentaire, en fait. La pulpe dentaire, c'est ce qu'on appelle communément le nerf. Le nerf, c'est pas juste un nerf. Ce sont des microfilaments de vaisseaux, de tissus conjonctifs et de nerfs qui sont enfermés dans la dent. Une dent, c'est une unité de vie. Voilà. Pulpite, rage de dents. Est-ce qu'une carie, ça peut disparaître tout seul? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que... Non. Ou c'est irréversible, en fait? Alors, une carie, elle n'est pas forcément symptomatique. On peut avoir une carie sans avoir de douleur. C'est dommage parce qu'à ce moment-là, on ne suit pas l'évolution. Ou une carie peut provoquer soit une douleur au sucre, soit au chaud, soit au froid. Et en général, il y a des signaux avant-coureurs. Mais elle ne disparaît pas. Une carie, en fait, ce sont des bactéries de la bouche qui ont utilisé le sucre de l'alimentation pour faire des petits trous, pour faire un forage. On imagine que ces bactéries ont des marteaux-piqueurs et que l'alimentation de ces marteaux-piqueurs, c'est le sucre de l'alimentation. Et ce forage se fait inéluctablement vers le nerf de la dent. Et lorsqu'il touche le nerf de la dent, c'est l'inflammation du nerf. Et après l'inflammation du nerf, parce que cette douleur extrêmement violente dont on parlait, on peut passer outre si on a une grosse résistance, mais après cette inflammation du nerf, c'est l'infection du nerf. Et là, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ceux qui sont très résistants à la douleur vont s'habituer, mais il faut quand même traiter. On ne faut pas imaginer que ça va passer tout seul. Ça ne peut évoluer que sur l'infection. Et là, quand le nerf est infecté, il peut infecter l'organisme. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'en fait, il faut imaginer que ce nerf, en fait, il remplit l'intérieur de la dent et il relie la dent à la circulation générale. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut résumer, donc la bouche, c'est la première porte d'entrée des maladies et des infections. D'abord par les gencives, mais également par le cœur de la dent, qui lui, lorsque le nerf de la dent qui est à l'intérieur de la dent s'infecte, il va diffuser dans la circulation pour atteindre les organes vitaux et provoquer parfois des accidents graves comme un infarctus du myocarde dans l'AVC. Alors vous allez me dire comment? Oui, parce que le lien on dit, mais quel est le lien entre les dents? Alors, chez quelqu'un qui est un petit peu fragile. Alors, imaginez, par exemple, qu'une personne ait des plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, ce sont des plaques de graisse dans les vaisseaux qui rétrécissent les vaisseaux. Lorsqu'il y a des germes dentaires qui colonisent la circulation, qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire se met en branle il demande aux vaisseaux de se contracter. Mais si ces vaisseaux
si ces artères sont déjà rétrécies par des plaques d'athérome, des plaques de graisse, eh bien, ça peut complètement se refermer et jusqu'à provoquer un infarctus du myocarde ou un AVC. Le mois de novembre, docteur Hamzalag, c'est le mois sans tabac. C'est un défi national lancé aux fumeurs pour les inciter à essayer d'arrêter de fumer. Est-ce qu'un dentiste, ça peut arrêter les gens de fumer ? Alors, ça peut les aider, en tout cas. Je dirais que ça devrait. Ça doit et ça devrait. Alors, les premiers, on va dire que la bouche et les dents, en fait, c'est l'antichambre des désastres du tabac. Comment se matérialisent les effets délétères du tabac ? En premier, dans la bouche. À la limite, si je vous dis que vos gencives sont brûlées régulièrement parce qu'il y a une élévation de température qui va jusqu'à 70 degrés, c'est extrêmement important, c'est violent. Les gencives en fumant, les gencives sont brûlées régulièrement. Donc l'état de vos gencives déjà peut et doit inquiéter. Ensuite, l'état de vos dents, parce que le tabac, l'élévation de température, l'assèchement de la cavité buccale lié au tabac, ça c'est très important parce qu'il faut en parler. Cet assèchement provoque d'abord un risque de carie plus important, mais les dents en fait commencent à être, on va dire, culottées par le tabac avec ces taches marron. C'est-à-dire, moi je connais plein de gens qui fument, docteur Hamzalag, qui fument comme des pompiers, qui ont les dents super blanches. Hein. Alors, pas toujours. Mais ça existe. Évidemment, ça existe. Mais lorsqu'on voit l'état des gencives avec le tabac, ces gencives qui sont abîmées, qui sont brûlées, on dit à ce moment-là au patient, vous voyez ce que ça fait déjà dans votre bouche, imaginez ce que ça peut faire au niveau des poumons. Et donc, c'est vraiment l'expression la plus réaliste de ce qui se passe dans notre corps. Et là, ça parle aux gens. Et sincèrement, ça parle aux gens. Il n'y a pas que ça, hein, les effets du tabac, ils sont à notre niveau. On peut aussi parler de la laine du fumeur, qui est très caractéristique. Pourquoi les fumeurs, finalement, ont mauvaise haleine ? Alors, c'est une mauvaise haleine qui est majorée. Alors, d'abord, parce que le tabac brûle les gencives, assèche la cavité buccale. Il faut savoir que moins il y a de salive, plus il y a d'acidité et plus il y a une mauvaise haleine. Donc, cette mauvaise haleine du fumeur, conjuguée à l'odeur du tabac, je vous assure, elle est très caractéristique. Une des choses les plus dures que j'ai à affronter dans ma pratique, c'est, et je dis ça malgré mon masque FFP2 qui est un masque très protecteur, lorsque un fumeur qui a une hygiène qui n'est pas parfaite vient à mon cabinet, malgré mon masque, cette odeur est prégnante dans la pièce, elle reste après. Car l'odeur Alors vous imaginez, fumeur, vous imaginez dans une relation sociale, affective, amoureuse, à quel point ça peut être bloquant. Vraiment, je le dis aux fumeurs et aux fumeuses, et d'ailleurs, un grand nombre de fumeurs et de fumeuses n'embrassent plus leur partenaire, ce qui finalement, au bout du compte, est un désastre dans l'épanouissement de la relation amoureuse. Comme ce sentiment ou cette impression d'embrasser un pot de tabac froid, en fait. Non, mais plus que ça, l'acidité buccale vraiment majeure cette mauvaise haleine. C'est-à-dire que la bouche est asséchée, acide, et ça favorise, ça amplifie d'une manière. Est-ce qu'un dentiste peut voir forcément que quelqu'un fume ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez en observant la bouche de quelqu'un ? Alors, je fais bien évidemment, puisqu'il y a des marqueurs, donc l'inflammation des gencives, l'état des gencives, l'état des dents, mais plus que ça, lorsque le patient arrive, d'après la texture de la peau, d'après la couleur de la peau, on arrive à voir. Il y a un teint très particulier chez le fumeur. Je ne parle pas du fumeur occasionnel qui va fumer 2, 3, 4 cigarettes dans la semaine, au cours d'un dîner ou d'un déjeuner. Je parle du vrai fumeur. Le vrai fumeur, déjà, sa peau est marquée. Alors, on ne voit pas vraiment, mais il y a une atteinte également des cheveux. Mais au niveau des dents, c'est extrêmement clair. Vous parliez de personnes qui n'avaient pas de marque au niveau des dents. C'est rare. Non, parce que je vous dis ça parce qu'on pense toujours que la personne qui fume a les dents jaunes. Non, colorées. Elles sont pas forcément. Ce ne sont pas les dents qui jaunissent. Ce sont les dents qui sont tapissées par par ces colorations un petit peu brunes et marron qui sont pas sincèrement en glamour. Alors, si on regarde, parce que je regardais un chiffre, 50% des maladies des gencives seraient reliées à la consommation de tabac. Alors, je parlais tout à l'heure des brûlures du tabac. Alors, déjà, à l'instar, en fait, du soleil sur la peau, vous savez, imaginez que vous preniez des coups de soleil tout le temps, toute la journée. Tous les jours, vous alliez au soleil, votre peau va être abîmée,
Et il y aura un risque d'avoir un mélanome malin. Un cancer de la peau à partir d'un grain de beauté ou même un cancer de la peau. C'est la même chose, on peut faire la même comparaison. À force de brûler les gencives, bien écoutez, ça peut effectivement dégénérer en lésions précancéreuses ou cancéreuses. Et c'est là en fait où le dentiste est aux avant-postes de la lutte contre le tabac et de la prévention, c'est que c'est le premier à pouvoir voir ces lésions précancéreuses ou ces images assez particulières de la gencive qui se prépare à développer quelque chose de malin. Alors, vous parlez de la brûlure des gencives, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend une cigarette, on brûle ses gencives ? On brûle ses gencives. Est-ce que vous avez essayé de mettre votre doigt dans de l'eau à 70 degrés ? Je pense que c'est juste pas imaginable. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsqu'on fume, ces brûlures apparaissent et atteignent ce niveau-là, et imaginez que se fasse plusieurs fois. Alors pourquoi on sent moins les brûlures ? Parce qu'il y a... J'allais vous dire, c'est que finalement, ces brûlures-là, le fumeur ne les sent pas. Il y a heureusement la salive qui a un effet miracle, parce que la salive contribue à prévenir la carie. C'est un isolant thermique exceptionnel, mais la gencive, elle morfle quand même, elle encaisse. Et donc c'est pour ça que je compare en fait les brûlures successives des gencives à cause de la cigarette avec les brûlures du soleil sur la peau. Est-ce que les fumeurs perdent leurs dents plus rapidement que les autres ou ça n'a pas d'impact ? C'est un facteur aggravant. On ne peut pas dire que c'est le facteur déclenchant, mais quelqu'un qui a une personne qui a une fragilité des gencives, qui a ce qu'on appelle une gingivite ou une parodontite, cet effet... Alors, pourquoi c'est majoré ? Parce que bizarrement, vous parliez tout à l'heure, vous me disiez, oui, j'ai appris que les aphtes pouvaient être guéris. Parce que ça brûle. Et comment on traite... C'est vous qui expliquez dans votre livre, hein, et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie, qu'en cas de sevrage du tabac, on avait des aphtes pendant quelques temps. Et vous expliquez que... Des aphtes ou bien une inflammation des gencives. Alors, ce qui est étonnant, oui. Cet effet, en fait... Alors, lorsqu'on brûle les muqueuses avec le tabac, ces élévations de température successives, provoquent une forme d'asphyxie. C'est-à-dire que c'est comme si les vaisseaux se resserraient, se rétractaient. Donc, pendant que l'on fume, on ne matérialise pas les effets délétères du tabac. Donc c'est extrêmement trompeur. Donc à la limite, tous les symptômes d'inflammation des gencives, ça les gomme, ça les diminue. Et lorsqu'on arrête le tabac, effectivement, il y a une forme de relâchement où les vaisseaux se respirent à nouveau, et là, effectivement, elle recommence à s'enflammer. Et parfois, on entend dire, mais quand je fumais, j'avais rien. Ben oui, ça s'explique grâce à ce qu'on appelle une forme de sclérose des vaisseaux qui se rétrécissent. Et donc, on sait très bien que lorsque les vaisseaux sont rétrécis, il y a moins d'inflammation. C'est lorsque ces vaisseaux gonflent que ça saigne et que ça s'enflamme. Et c'est un effet qui dure quelque temps. C'est pendant le sevrage. Absolument. Qui est réversible. Mais c'est quoi ? C'est la nicotine qui agit sur les aphtes ? Est-ce qu'on sait précisément ce qui... Alors, un petit peu la nicotine, mais c'est plus c'est-à-dire que la gencive va être... Alors, vous savez comment on traite un aphte ? Non, on le fera tout à l'heure. À la limite, en brûlant cet aphte. Et on peut imaginer aussi que pendant la consommation de tabac, eh bien, ça puisse endormir toutes ces petites douleurs, tous ces petits bobos qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est le mois d'arrêt du tabac. Un mois sans tabac aussi pour sauver vos dents. On en parle ce matin avec le docteur Alain Hamzalag, qui est dentiste et qui publie ici « Votre dentiste pouvait vous sauver la vie » aux éditions Hugo New Life et sauver vos dents. Est-ce que, par exemple, les soins dentaires sont moins efficaces chez un fumeur, et est-ce que le fait de fumer, ça pourrait compromettre certains soins dentaires, docteur Hamzalag ? Alors, le fait de fumer, c'est un facteur aggravant de tout. Des problèmes de gencives, des caries, mais par contre, le fait de fumer nous interdit. Imaginez qu'on veuille se faire poser des implants. Eh bien, le traitement, la réussite du traitement sera complètement risque d'être compromise, très fortement compromise, au point que chez les gros fumeurs, on refuse de poser des implants parce que l'échec est quasiment assuré. Alors c'est dû à quoi ? La cicatrisation ? La cicatrisation de l'os, en fait, ne se fera pas. Donc il y aura un bouleversement de la régénération de l'os, et les implants, eh bien, ne seront pas intégrés.
Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on fait une greffe, il arrive parfois qu'avant de poser des implants, on ait besoin d'augmenter le niveau d'os. Et donc, on fait à ce moment-là des greffes, des greffes de poudre osseuse qui viennent nous permettre de recréer du volume osseux. Et bien là, ces greffes, en fait, interdisent la consommation de tabac parce que le fait de fumer, eh bien, nous garantit vraiment un échec important. Alors, lorsque des personnes doivent investir beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans cette reconstruction, il est bien évident qu'il est hors de question qu'on nous laissions fumer. Et il est impératif d'arrêter de fumer avant d'entreprendre ces traitements d'implants dentaires, de pose d'implants dentaires ou de greffe osseuse. Et pour les pivots, ça a un impact ou pas du tout? Indirectement quand même. Alors, ce que vous appelez les pivots, ce sont les couronnes. Oui. Alors, imaginez par exemple, quand on a des couronnes sur les dents devant, le fait que les gencives, comme je l'expliquais tout à l'heure, soient brûlées successivement, eh bien la gencive risque de reculer. Et en reculant, elle risque de laisser apparaître ces petits halos sombres, disgracieux que l'on voit à la base des couronnes sur les dents devant. Ça peut accélérer. Et c'est vraiment, sur le plan esthétique, très disgracieux. Alors, on s'intéresse beaucoup aux différents microbiotes aujourd'hui. La bouche aussi a son propre microbiote. Vous expliquez dans votre livre qu'il y a 2 types d'ennemis. Ce sont les bactéries aérobies et les bactéries anaérobies. Alors, expliquez-nous un petit peu déjà la différence entre ces 2 types de bactéries qui n'attaquent pas les dents et la bouche de la même façon. Alors, les bactéries en fait aérobies sont des bactéries qui vont attaquer la dent à partir du sucre. Ils prennent le sucre de l'alimentation et ça leur sert d'éléments de forage. Ils vont forer donc la dent. Les bactéries anaérobies sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles évoluent à l'intérieur et sont extrêmement virulentes. Les bactéries anaérobies, ce sont elles qui favorisent le développement de l'inflammation des gencives. La parodontite, c'est en fait c'est l'étape au-dessus de la gingivite, c'est l'os en fait qui soutient la dent qui est abîmé. Mais pire encore, ce qu'on appelle le déchaussement des dents. Vulgairement, le déchaussement des dents, c'est-à-dire que quel est le support de la dent? C'est l'os. Si ce support s'amenuise et diminue et détruit par le tartre, par les bactéries, donc par l'inflammation, eh bien, la dent finit par bouger et on finit par la perdre. Il y a une autre atteinte des bactéries anaérobies, ce sont ces bactéries qui se développent dans l'infection du nerf de la dent. Alors ces bactéries sont extrêmement virulentes et elles diffusent d'une manière extrêmement pernicieuse dans la circulation et ce sont ces bactéries qui peuvent engendrer des problèmes graves. On parlait de l'infarctus du myocarde, on a mis aujourd'hui en évidence une relation entre certaines bactéries dentaires anaérobies et la maladie d'Alzheimer. Donc ça, on n'a pas encore cette relation démontrée, mais on a retrouvé dans le cerveau, post-mortem bien sûr, on a fait après autopsie, dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des bactéries dentaires dans leur cerveau. Alors, quel est l'impact du tabac et de la fumée de la cigarette sur ces bactéries? Ça a une incidence ou pas? Ça a une incidence, on le disait, donc sur la maladie des gencives, mais également sur la carie. Alors, c'est un facteur aggravant, c'est-à-dire que lorsqu'on fume, la cavité buccale est asséchée. Cet assèchement de la cavité buccale induit un reflux acide. Et on sait que l'acidité buccale est extrêmement propice au développement des caries. Donc c'est une relation indirecte, mais les effets dévastateurs sont là. On parle de la cigarette. Ce dont on parle moins, c'est des effets du cannabis, de la fumée de cannabis sur les dents, qui sont encore plus délétères que la cigarette. 3 fois plus. Il faut expliquer aux gens, parce qu'on parle toujours de la cigarette, mais on ne parle pas du bédo. Il y a un risque en fait de cancer important du maxillaire. Il faut savoir que ce cancer du maxillaire est assez foudroyant et le pronostic n'est pas bon du tout. Donc la surconsommation de cannabis, on a non seulement tous ces effets délétères du tabac, mais le cannabis va majorer ce risque de cancer. Est-ce qu'on retrouve une bouche en bon état si on s'arrête de fumer? Par exemple, déjà, si les dents sont un peu jaunies, est-ce qu'elles redeviennent blanches? Est-ce qu'elles peuvent naturellement redevenir blanches? Si on arrête de fumer à 70 ans, c'est trop tard parce qu'on aura capitalisé tous les mauvais effets du tabac. Mais si on arrête
si on arrête à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a quand même une certaine réversibilité. Les gencives vont retrouver, on va pouvoir retraiter, réassainir la bouche et les gencives. On aura un risque de carie moins important. Et après un magnifique détartrage, on pourra redécouvrir son sourire, le réveiller ou le révéler grâce à un blanchiment des dents qui va vraiment réveiller et sublimer notre sourire. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en matière de blanchiment des dents ? Alors, les produits que l'on utilise au cabinet, dans le cadre du cabinet, sont d'une innocuité totale. Par contre, ces produits qui sont vendus, on va dire, sans contrôle, qui sont vendus sur Internet, par exemple, eh bien, ces produits sont dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on les utilise d'une manière totalement débridée, et il y a effectivement un réel danger à utiliser ces produits, parce qu'il peut y avoir une atteinte des gencives, non seulement des gencives, mais des dents. Il faut savoir une chose, c'est qu'un blanchiment des dents ne peut se faire que si un certain nombre de conditions sont réunies. Un blanchiment de dents ne se fait que lorsque les gencives sont parfaitement saines, mais les dents saines. Alors, les dents saines, c'est quoi ? Ce sont des dents qui n'ont pas, je parle des dents de devant, n'ont pas de caries, n'ont pas de fêlures, n'ont pas de fractures. Imaginez une personne qui a des fêlures au niveau des dents, eh bien, ce produit de blanchiment, eh bien, va pénétrer via ces fêlures et pourra attaquer le nerf de la dent. C'est pour ça que ces produits, en fait, qui sont vendus parfois en grande surface ou parfois sur Internet, sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont utilisés sans contrôle chez son dentiste préalablement. C'est quoi le produit qui agit sur la dent et qui change la teinte ? C'est du peroxyde d'hydrogène. Alors, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi on a les dents blanches ou pas. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la dent est constituée de 2 couches. Une couche externe qui est l'émail, qui est transparente, et sous l'émail, il y a une couche dentinaire, la dentine, qui est plus sombre. Et c'est cette couche sombre qui transparaît plus ou moins à travers l'émail. Donc, avec le temps, avec l'âge, cette couche externe qui est transparente diminue. Et comme elle diminue, elle laisse de plus en plus apparaître des dents plus jaunes. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi un effet d'optique dans la blancheur des dents. Les personnes méditerranéennes paraissent avoir des dents plus blanches. Pourquoi ? Parce que la macité de la peau mate, en fait, va être en contraste avec les dents. Une personne qui a les yeux clairs, la peau claire et les cheveux clairs paraîtra avoir des dents beaucoup plus grises et foncées. Et donc, le blanchiment vise en fait à réactiver la blancheur des dents en agissant. Ce peroxyde d'hydrogène, en fait, va blanchir la couche qui est sous l'émail, mais il faut que ce soit fait d'une manière extrêmement rigoureuse pour ne pas mettre en danger non seulement les gencives, mais également les dents. Donc il est extrêmement dangereux d'utiliser ces produits qui sont vendus en grande surface ou sur Internet parce qu'ils peuvent mettre en péril notre équilibre bucco-dentaire. Depuis quelques années, écrivez-vous, vous êtes confronté à un nouveau fléau, l'érosion dentaire. C'est l'érosion de l'émail des dents ? C'est l'érosion de l'émail des dents qui est liée en fait... Alors, les sodas ont vraiment un effet extrêmement agressif au niveau des dents. La junk food, tout ce qui est acide, tout ce qui produit de l'acidité, que ce soit les burgers, les kebabs, donc là, il y a énormément de sources d'agression de l'émail. Et également le brossage. Il faut savoir une chose, c'est que se brosser les dents, ce n'est pas anodin. Si on se brosse les dents n'importe comment, d'une manière violente, on va abîmer l'os. Autre chose, les jus de citron ont énormément de vertus antioxydantes. C'est-à-dire que le matin, on vous dit prenez un bon jus de citron. Alors, le citron induit une érosion c'est vraiment un des produits les plus purs, bien évidemment. Un effet extrêmement agressif au niveau de l'émail. Et on a vu des personnes qui ont perdu carrément leur émail à cause de cette surconsommation de citron. Alors, le citron a certes des vertus positives, mais on peut le prendre, mais il faut, lorsqu'on prend un citron pressé le matin, le prendre avec une paille et immédiatement se rincer la bouche après. Et dans ces conditions, ça va. Mais surtout avec une paille. Ce que vous dites, c'est vrai également pour le pamplemousse et l'orange ou pas ? Moins pour l'orange, plus pour le citron. Le pamplemousse aussi, et un petit peu moins pour l'orange. Mais de toutes les manières, ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est vraiment, après avoir pris quelque chose d'acide, et immédiatement se rincer la bouche après. Là, on a noté un peu plus d'érosion des dents. Tous les dentistes sont d'accord. À la sortie du confinement, on a eu
une érosion. Les personnes qui avaient des dents, on va dire, usées ou fragiles, ont vu leurs dents encore plus abîmées. On a eu donc deux phénomènes à la sortie du confinement. Ça a été donc une recrudescence de caries et d'érosion de dents, parce qu'on a peut-être eu une hygiène alimentaire un peu débridée, peut-être pas vraiment équilibrée, mais également le bruxisme. Et le bruxisme aussi provoque l'érosion des dents. Ça, c'est un autre phénomène. Alors, l'érosion, c'est quand les dents deviennent un peu transparentes, c'est ça, translucides? Alors, l'érosion, c'est l'usure de l'émail. L'émail, on imagine que l'émail puisse fondre à cause de l'acidité de certains aliments ou de soda ou d'éléments acides. Et lorsque cet émail s'abîme est rongé, eh bien, apparaît la dentine qui, elle, est innervée. C'est-à-dire que pourquoi l'érosion des dents fait mal? L'émail n'a pas la couche externe de l'émail, c'est une couche protectrice, une couche esthétique, elle n'est pas innervée. Mais la couche qui est sous l'émail, qui est la dentine, est reliée au nerf de la dent, et à partir de là, donc les dégâts sont. Alors pourquoi ils sont rapides et importants? Lorsque la couche d'émail protectrice est partie, on attaque la dentine. La dentine est beaucoup plus tendre que l'émail. Et là, l'érosion se fait très rapidement, et ça peut aboutir même à une pulpite, à une inflammation du nerf, ou même la fracture de la dent parfois. Donc cette érosion est très rapide. Pour ceux qui ont écouté le début de l'émission, maintenant vous savez ce que c'est qu'une pulpite. Voilà. Comment vous la prenez en charge, cette érosion des dents? Alors, cette érosion des dents, déjà par les changements des mauvaises habitudes alimentaires, ça c'est essentiel. Ensuite, on a heureusement des techniques assez magiques aujourd'hui qui nous permettent de reconstruire l'émail sans être invasif. Ce sont des composites qui nous permettent on va dire, de réémailler la dent. Et ça a un effet esthétique immédiat, parce que ces produits que l'on utilise, d'abord, restituent l'aspect minéral, l'aspect esthétique de la dent. Ensuite, parce que ces composites... C'est pas des facettes. Ça peut être ça ressemble à des facettes. Ça ressemble à des facettes, mais ça peut être partiel aussi. C'est pas toute la surface de la dent. On peut effectivement, on va dire, si c'est juste une érosion qui prend une petite partie de la dent, cette partie de la dent sera reconstruite, reminéralisée avec ces composites. Bon. Donc ça supprime également toutes les douleurs liées à l'érosion, qui sont des douleurs au froid, au chaud, au sucre, qui sont insupportables. Et lorsque toute la dent effectivement est prise, là, effectivement, vous parliez des facettes, on peut réaliser des facettes en composite. Alors, ces facettes en composite sont magnifiques parce qu'elles sont belles, elles permettent de supprimer les douleurs, et en plus, donc, elles protègent la dent, parce qu'à partir du moment où on met en place ces protections, la dentine dessous ne s'use plus. Mais parfois, ces facettes n'ont pas totalement une grosse pérennité. Et, alors, vous parliez du tabac. Eh bien, effectivement, une personne qui va avoir des composites ou des facettes, ces composites vont s'abîmer beaucoup plus facilement, vont se colorer, vont devenir rapidement plus poreux. Et là, il y a une autre solution, mais qui est peut-être un tout petit peu plus invasive. Ce sont des facettes en porcelaine que l'on met en place sur les dents, qui restituent la forme, le volume, la couleur des dents. Et alors, le défaut de ces facettes, c'est qu'elles sont tellement belles. Ça fait sourire un peu américain. Non, pas forcément, mais c'est qu'elles ne se colorent pas. C'est là le danger. C'est-à-dire que même si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour, ces facettes en porcelaine resteront toujours aussi belles. Peuvent nous encourager à fumer. C'est un petit peu le risque. C'est ça, voilà. Ça fait pas très naturel. Enfin, ça se voit quand même. La facette se voit un peu. Non, alors, non. Non. Non, non. En fait, ou alors c'est les facettes qui sont faites à Istanbul qui se voient. Peut-être, absolument. Justement, c'est peut-être une occasion de parler on a en France de véritables artistes, des artisans qui sont en train un petit peu de mourir. Ces prothésistes français, en fait, sont écrasés par la concurrence, et sincèrement, on devrait vraiment revenir sur les Made in France. Vous parliez de facettes. Une facette qui est bien réalisée, je vous assure que je rencontre une personne à un déjeuner ou à un dîner qui a un sourire construit par des facettes, je peux ne pas le voir tellement le mimétisme est parfait. Et si effectivement ces facettes sont réalisées d'une manière industrielle, eh bien ça peut être effectivement affreux. Je suis absolument d'accord avec vous. Voilà, un mois sans tabac, c'est le mois de novembre. Le docteur Alain Hamzalag est avec nous. Je rappelle que vous avez écrit avec votre fils Jérémy « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » aux éditions Hugo New Life. Alors, est-ce que vous savez quelle est la Rolls des brosses à dents? Vous pouvez pas le dire. Moi, je n'ai pas le droit. Pas le droit de le dire. Non. Et vous nous avez dit, enfin, vous nous avez expliqué que la Rolls des brosses à dents, si vous devez acheter une brosse à dents, c'est l'Inava hybride. Non, moi, je n'ai pas le droit de dire ça. C'est moi qui dis en fait que il existe des brosses à dents médicales, et ce sont celles-ci qu'il faut vraiment utiliser si on veut vraiment préserver
ses dents. Alors, le choix d'une brosse à dents, c'est vraiment fondamental. Ça paraît rien, mais c'est votre dentiste qui doit vous conseiller la brosse à dents en fonction des problèmes que vous avez. Et ce choix de la brosse à dents, il est fondamental parce que finalement, si on résume, pour notre hygiène bucco-dentaire et notre avenir dentaire, le meilleur dentiste, c'est le patient. C'est lui qui détient la clé. Parce que s'il vient nous voir et qu'il ne fait rien derrière, alors il faut une super brosse à dents, la brosse à dents adaptée à nos problèmes, le passage des fils dentaires, le passage du fil dentaire ou des brossettes interdentaires, et éventuellement, pour compléter l'hygiène, un produit antibactérien comme la Listerine, je dis bien 0%, qu'on peut utiliser 2 à 3 fois par jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Il n'y a pas d'alcool dedans, ça ne va pas perturber la flore buccale, ça ne va pas assécher la bouche. Et c'est pas parce qu'on a une bonne brosse à dents qu'elle fait tout le travail à votre place. Hein. Non, c'est un boulot, c'est un job. Ouais. Et là encore, votre dentiste vous apprend. Alors, ça paraît un peu scolaire, mais le dentiste vous apprend à vous brosser les dents. Il y a une véritable technique, c'est un véritable travail. C'est cadran par cadran, ça dure 2 minutes et demie et c'est vraiment un boulot. Il y a une nouvelle brosse à dents, alors c'est pas l'Inava hybride, hein. C'est la brosse à dents Y, je ne sais pas si vous l'avez vue. Oui, j'ai vu. Ça ressemble à deux gouttières en fait. Hein, et alors elle vous promet de vous brosser les dents en 10 secondes. Écoutez, en 10 secondes, c'est mieux que ne pas se brosser les dents déjà. Ouais. Limite, c'est mieux. Mais comme je l'ai expliqué, c'est un vrai. La minutie, la rigueur du brossage, c'est vraiment un travail. Et cette brosse à dents, écoutez, je dirais tout simplement, c'est mieux que ne pas se brosser les dents, c'est tout. Bon, on oublie. La Y-Brush, c'est une écoutez, il y a start-up lyonnaise qui a mis ça sur le marché. On n'est pas obligé de prendre une brosse à dents électrique, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment énormément de brosses à dents électriques. Une brosse à dents bien utilisée peut remplacer la brosse à dents électrique. La brosse à dents électrique, ça permet d'avoir, c'est peut-être plus reposant et plus amusant, plus ludique, mais une brosse à dents bien utilisée, et là encore, votre dentiste vous apprend à vous brosser les dents. Ça paraît un peu bête, mais pas du tout. C'est vraiment une technique de brossage. Il va vous enseigner une technique de brossage qui vous permettra d'éviter d'acheter une brosse à dents. On commence par les dents du haut ou les dents du bas ? On fait le tour des cadrans dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, et on passe minimum 30 secondes à 40 secondes par cadran. À l'extérieur, la face mordant des dents, la face interne, et c'est vraiment un travail extrêmement rigoureux. On complète ça par le passage du fil ou de la brossette interdentaire, et on a, grâce à ça, une hygiène parfaite. Il faut savoir une chose, on n'a pas parlé de... si on ne veut pas arrêter de fumer, parce que je peux le comprendre... Il y a des gens qui sont incapables de s'arrêter de fumer. D'avoir une parfaite hygiène bucco-dentaire, la brosse à dents, qu'elle soit manuelle ou électrique, et le passage du fil ou des brossettes, et l'utilisation de la Listerine, réduit sensiblement la mauvaise haleine liée au tabac. Voilà. Mais ça agit que sur la laine. Ouais. Alors, ça agit sur là aussi, en parlant de la mauvaise haleine du fumeur, elle peut être atténuée par une hydratation. Il faut boire en permanence. Et c'est vrai que l'hydratation diminue cette acidité buccale et permet d'avoir, dans l'absolu, pour la mauvaise haleine, on ne va pas parler de la mauvaise haleine pour le reste, mais ça diminue, l'hydratation diminue la mauvaise haleine, atténue la mauvaise haleine. Ça et le persil. Ouais. C'est un vieux truc. Ouais. Alors Karima nous pose une question, elle dit qu'elle a des aftes à chaque fois qu'elle mange de l'ananas. Les aftes, c'est vraiment un truc qui est empoisonnant. Et quels sont vos trucs pour les soigner, Dr Hamzalag ? Est-ce qu'il y a d'abord un truc pour soigner les aftes ? Alors, il y a aujourd'hui différents produits qui nous permettent de calmer les aftes. Alors, au cabinet, lorsqu'on a un afte, il faut savoir une chose, c'est qu'un afte sous la langue ou sur la langue peut nous empêcher de parler, de manger, et ça induit aussi une mauvaise haleine. Les aftes génèrent une mauvaise haleine, et ça peut être vraiment paralysant. Alors, au cabinet, on a un petit produit qu'on utilise qui permet de cautériser, on va dire de brûler cet afte. On peut aussi, certains dentistes ont des lasers qui permettent de cautériser l'afte et de vraiment de raccourcir le temps de cicatrisation et de vraiment soulager le patient. Mais il existe aujourd'hui en pharmacie différents produits qui permettent de calmer ces douleurs liées aux aftes. Alors, vous me parliez d'ananas tout à l'heure, donc des personnes qui avaient donc des aftes. On a les fromages à croûte, un certain nombre d'aliments comme les noix, l'ananas,
qui peuvent favoriser les aftes. Il y a aussi quelque chose, c'est lorsqu'on se brosse les dents un peu rapidement, violemment, on peut s'écorcher un petit peu la joue, la lèvre, la face ou même la langue. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite blessure, même une micro-blessure dans la bouche, les bactéries viennent et ça peut générer des aftes. Alors on a un autre facteur, donc on s'est aperçu que les personnes en période de stress avaient beaucoup plus d'aftes qu'en temps normal. Ça peut être un stress professionnel, ça peut être un stress affectif, c'est pas comme l'herpès, mais on sait que les personnes extrêmement stressées ou pour des phases aiguës de stress peuvent développer plus facilement des aftes. Il y a des trucs à donner aux gens pour prévenir les aftes et justement pour ne pas en avoir? Alors, ne pas en avoir, déjà, c'est éviter tous ces aliments qui peuvent induire les aftes. Certaines personnes peuvent être sensibles à l'ananas, à certains fromages, aux noix ou à certains aliments. Malheureusement, c'est déjà les éviter. Se brosser aussi les dents assez régulièrement, de manière à essayer d'éliminer au maximum la charge bactérienne. Je parlais des sinusites tout à l'heure. Quel est le lien entre les dents et les sinusites? Et qu'est-ce qu'on appelle une sinusite dentaire? Alors, les prémolaires et les molaires, donc ce sont les dents du haut, sont en relation avec le sinus. Ce qu'on appelle les dents sinusiennes? On peut les appeler les dents sinusiennes. Elles viennent en fait rentrer dans le sinus. Donc prémolaires, ce sont les petites dents qui sont juste avant les molaires. On va dire que ces 4 dents, y compris les dents de sagesse, peuvent être en relation avec le sinus. Donc à partir de là, si ces dents, en fait, si ces racines s'invaginent dans le sinus, toute infection de la dent, du nerf de la dent, pourra diffuser donc dans le sinus et provoquer une sinusite d'origine dentaire. Et cette sinusite d'origine dentaire pourra être traitée en dévitalisant la dent ou en la redévitalisant. Alors là, peut-être plus par un endodontiste qui est un spécialiste dont l'activité est exclusivement dédiée au retraitement. Il va traiter ça avec un arsenal vraiment extrêmement pointu. Il va travailler sous microscope et il va vraiment étouffer toute vie bactérienne à l'intérieur de la dent. Donc une sinusite d'origine dentaire, c'est une sinusite extrêmement douloureuse et qui ne pourra être guérie et traitée qu'en étouffant le foyer d'infection dans la dent, en retraitant, en redévitalisant la dent. Donc les sinusites d'origine dentaire sont très fréquentes, d'où l'importance d'avoir un contrôle régulier. Qu'est-ce qui fait qu'on soupçonne justement l'origine dentaire d'une sinusite? Un simple examen radiographique nous permet de mettre en évidence la sinusite d'origine dentaire. Tout simplement, des petites images d'infection qui apparaissent à la radio, qui sont plus parlantes bien évidemment pour le dentiste que pour le patient, et qui nous permettent de détecter. Et ces infections sont caractérisées par des images très particulières à la radio. On a parlé des brosses à dents, on n'a pas parlé des dentifrices. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des dentifrices qui, justement, pour les fumeurs, blanchissent les dents, ou c'est juste de l'argument marketing? Non. Alors, il existe des dentifrices qui ont un pouvoir abrasif un peu plus important, qui peuvent éliminer les taches. Mais si ce dentifrice est trop abrasif, il va rayer l'émail, il va peut-être retirer les taches, mais de proche en proche, il va induire un phénomène d'érosion que nous avions évoqué tout à l'heure. Donc, la seule chose qui puisse vraiment, vraiment éliminer les taches, c'est avoir un brossage au moins 2 fois par jour, et peut-être quand on boit du thé ou du café, se rincer la bouche juste après. Ça évite au colorant de se fixer sur la dent. Et il y avait je ne sais pas si on peut donner la marque, mais il y avait un dentifrice très connu qui s'appelait Émail Diamant, qui blanchissait les dents. Alors, ce produit, en fait, faisait rougir les gencives et par contraste, la dent paraissait plus blanche. Donc, il n'existe pas réellement de dentifrice qui blanchisse. Faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Non, une bonne hygiène bucco-dentaire, un détartrage chez le dentiste et éventuellement le blanchiment. Alors, le blanchiment, c'est un vrai traitement, mais qui est pérenne, qui dure. Mais c'est un vrai traitement. Et qui doit être fait par son dentiste. Dans votre livre, il y a l'histoire d'Adrien. D'ailleurs, c'est vous qui avez rencontré Adrien. Enfin, en tout cas, vous l'appelez Adrien. Et c'est là qu'on apprend qu'un dentiste peut dépister d'une certaine façon un diabète de type 2. Parce que ça se voit dans la bouche. Alors, ce qui caractérise le diabétique, d'abord, il y a une haleine un peu particulière et des gencives qui sont très infectées, qui sont boursouflées, qui sont bourgeonnantes. Et lorsqu'on voit une personne de 25 ans avec déjà
des dents et une bouche abîmée, c'est un peu intriguant. Donc effectivement, j'ai vu un jeune homme de 25 ans qui était assez enrobé. Bon, j'ai juste questionné sur sa nutrition. Effectivement, il consommait énormément de soda, de burgers, de la junk food. Et il avait une bouche anormalement, des gencives anormalement abîmées pour son âge. Et je l'ai immédiatement envoyé chez le médecin qui a découvert un diabète de type 2. Donc, ce diabète de type 2 apparaît assez souvent chez des jeunes qui ont une alimentation, une nutrition complètement débridée. Aussi chez les jeunes aujourd'hui. Allez, la suite est dans votre livre, le docteur Alain Hamzallah, qui a écrit avec son fils Jérémy. Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie, aux éditions Hugo New Life. Merci d'avoir été avec nous. Docteur, ce matin, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez la vidéo, la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.